Lors de la prochaine introduction en bourse de SpaceX, c'est un tiers des actions qui seront réservées aux petits investisseurs, au lieu de 10% habituellement. C'est 3 fois plus que d'habitude pour des opérations de cette taille. Alors, on va vous dire un peu partout que c'est une victoire. Enfin, le petit porteur aurait sa place à la table des grands. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous dire l'inverse. Parce que lorsqu'on vous ouvre en grand une porte qu'on vous fermait depuis 20 ans, une seule question compte vraiment. Qui a besoin de vous comme acheteur? Parce que personne n'ouvre ce genre de porte par gentillesse. La date à retenir, c'est le 12 juin. C'est le jour où SpaceX est coté pour la première fois sur le Nasdaq sous le code SPCX. Et c'est le jour où la mécanique que je vais vous décrire se met en marche. Avant d'entrer dans le détail, un mot rapide. Tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire comment rester celui qui décide plutôt que de servir de variable d'ajustement aux autres, je l'ai condensé dans une formation gratuite. 7 jours, un email par jour et vous l'appliquez à votre propre situation. C'est le bootcamp 10x10. Le lien est en description. C'est gratuit et vous vous désinscrivez en un clic quand vous le voulez. Et soyez tranquille, aucun lien d'affiliation, aucune commission qui traîne quelque part. J'investis mon propre argent selon ces principes. Alors, revenons à notre question. Qui a besoin de vous comme acheteur? Alors, laissez-moi vous raconter une histoire parce que ce réflexe-là, je l'ai payé pour l'apprendre. Fin 2024, je place un montant à 6 chiffres en dollars dans une société non cotée. Le secteur est porteur, la valorisation est déjà belle et on me promet un rendement énorme avec une entrée en bourse éventuelle à la clé. Je signe. Quelques mois plus tard, une nouvelle grosse levée de fonds arrive et la société vaut soudainement près du double sur le papier. Papier, encore une fois, ma mise a presque doublé elle aussi, donc forcément je suis content. Sauf que sur le papier, ça ne veut strictement rien dire. Le jour où je tente de revendre, c'est impossible. Aucun acheteur en face, aucun marché où placer mes parts et des raisons administratives qui interdisent toute cession. Ma sortie ne dépend que d'une chose, une entrée en bourse que je ne décide pas ou le bon vouloir des administrateurs. Me voilà donc coincé. Je détiens un actif qui vaut soi-disant le double de ce que je l'ai payé et personne n'est là pour me l'acheter. Et puis la sortie est enfin arrivée par pur hasard. J'ai bataillé pendant 7 mois. Un événement extérieur a permis le rachat de mes parts. Je suis sorti à plus 115%. Magnifique sur le papier là encore. Mais je n'ai rien gagné par mérite. J'ai simplement eu de la chance, pas une bonne thèse d'investissement. Ce que je retiens de cette anecdote, c'est 2 phrases. D'abord, dans le non-coté, une valorisation sur le papier ne vaut rien tant que personne ne met un chèque en face. Ensuite, ce qui compte vraiment, c'est l'existence d'une vraie porte de sortie qui ne dépendra pas du bon vouloir des autres. Je n'ai pas eu une porte de sortie dans cette situation. J'ai eu un coup de chance. Gardez bien ça en tête parce que SpaceX, au fond, pose exactement la même question, sauf qu'on parle ici de 1750 milliards de dollars. Et maintenant, avant d'analyser cette opération, on va être beau joueur et on va donner à l'argument adverse son meilleur visage. Voici donc ce que diraient des défenseurs de la position adverse. Alors voilà ce qu'on pourrait entendre des défenseur. Pendant des décennies, les plus belles introductions en bourse étaient réservées aux clients fortunés des grandes banques. Le particulier, lui, n'avait droit qu'aux miettes et seulement une fois que les gros s'étaient gavés. Aujourd'hui, pour la première fois, une entreprise mythique réserve un tiers de ses actions au grand public. C'est la fin d'un privilège. Refuser cette main tendue, c'est tourner le dos à une opportunité. Et franchement, sur le principe, ils n'ont pas tort, ceux qui disent ça. Ouvrir le marché aux particuliers, c'est une bonne chose et je suis le premier à m'en réjouir. Le problème que ça me pose n'est pas le problème du principe. Le problème, c'est que cette ouverture révèle quelque chose sur le rapport de force à l'œuvre. Et c'est exactement ce qu'on va regarder maintenant. Pour comprendre, il faut d'abord savoir comment une introduction en bourse fabrique un gagnant. D'habitude, les banques fixent le prix d'entrée un peu en dessous de la vraie valeur de l'entreprise. Pourquoi les banques font ça? Pour 2 raisons principalement. D'abord, être certaines de tout vendre. Et ensuite, offrir un joli pic, une jolie hausse au premier jour de l'introduction en bourse. Résultat, le titre grimpe souvent de 10 à 20% dès l'ouverture. Ce pic, ce bond, c'est un cadeau, mais un cadeau soigneusement réservé. À qui? Aux gros clients institutionnels des banques. Le particulier, lui, ne récupère guère plus qu'une dizaine de pourcents des actions. Et c'est la norme depuis 20 ans. Alors, posons la vraie question. Pourquoi 30% en particulier cette fois-ci, soit 3 fois la dose habituelle? Si c'était de la pure générosité, on raboterait le cadeau des gros clients. Or, ça ne s'est jamais fait sans contrepartie. Cette contrepartie, la voici.
Lorsque vous savez d'avance que des millions de particuliers vont se ruer sur le titre, vous n'avez plus besoin de baisser le prix pour attirer les acheteurs, puisque la demande est déjà là, garantie. Vous pouvez donc fixer le prix tout en haut de la fourchette, voire même un cran au-dessus. Prenons un exemple simple. Imaginons un prix d'entrée à 100. Sans la foule des particuliers, la banque le placerait plutôt vers 85, histoire d'être tranquille. Et le titre monterait jusqu'à 100 le premier jour, offrant 15 points de hausse de bons aux chanceux qui se seront servis. Mais avec des millions de petits porteurs garantis à l'achat, ce rabais devient inutile. On vend directement à 100. Le potentiel de pic s'évapore et vous entrez au plein tarif. La traduction en bon français, on vous accorde le prix d'entrée. Sauf que ce prix a justement été calé au sommet grâce à votre propre demande. Et que vous soyez servi dès la location ou que vous achetiez à l'ouverture le 12 juin, le résultat ne change pas. Vous payez un prix poussé au plus haut. Vous n'êtes pas l'invité d'honneur de cette introduction, vous êtes le levier qui permet de vendre au prix le plus élevé possible. Mais il y a plus subtil encore. Car pourquoi tenir autant à des particuliers plutôt qu'à des institutionnels? Parce que un particulier et un fonds spéculatif ne se comportent pas du tout de la même manière. Les fonds, eux, revendent dès que le titre a monté. Ils empochent le pic et ils disparaissent. Le particulier, lui, surtout lorsqu'il admire l'entreprise ou le CEO de l'entreprise, le chef d'entreprise, a tendance à garder ses titres, même quand le cours baisse. Reprenons nos chiffres. Le titre ouvre à 100, grimpe à 115 le premier jour, et le fonds vend aussitôt ses 115 avant de s'en aller. Vous, en revanche, on compte sur vous, les particuliers, pour rester, même si ça redescend ensuite à 90. Voilà pourquoi on place un tiers des actions entre les mains des particuliers fidèles. On fabrique ainsi un socle qui ne vendra pas. Ce socle soutient le cours après l'entrée en bourse et il affaiblit la position des gros fonds qui ne peuvent plus menacer de tout lâcher pour arracher un rabais, par exemple. On ne vous recrute pas en tant que particulier seulement pour votre argent, on vous recrute pour votre fidélité. Vous êtes le boulet, mais aussi l'encre qui tient pendant que tous les autres revendent. Et pour être tout à fait honnête, non, ce n'est pas un piège de liquidité. Vous pourrez revendre quand vous le voudrez dès le premier jour. Le vrai piège est ailleurs et il est plus pernicieux. C'est d'avoir cru que l'invitation valait une décote, alors qu'elle servait simplement à fixer le plein tarif. Maintenant, regardons ce que vous achetez vraiment. Tout est écrit noir sur blanc dans un document public, le S1, le dossier déposé auprès de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, la SEC. 380 pages de S1, gratuites pour tout le monde, à disposition de tout le monde. Premier constat, ce n'est plus une entreprise de fusée. Le document valorise SpaceX autour de 1750 milliards de dollars et ce prix repose en grande partie sur un pari, l'intelligence artificielle, depuis la fusion avec xAI. Autrement dit, ce que vous achetez, ce n'est pas simplement Starlink, son réseau Internet par satellite. C'est Starlink qui finance un pari massif sur l'IA. Le pari se tient, mais rien ne le garantit à ce prix-là. Deuxième constat, le cœur de l'entreprise gagne de l'argent, mais le reste en brûle. Starlink dégage des revenus solides et l'activité historique reste rentable. Or, comptablement, la société perd de l'argent, précisément à cause de ce pari sur l'IA, encore en pleine phase d'investissement. La traduction, vous achetez une machine à cash satellite qui subventionne un pari sur l'avenir. Ni tout va bien, ni gouffre sans fond, mais l'entre-deux. Et c'est cet entre-deux qu'il faut comprendre avant de signer pour 1750 milliards de valo. Troisième constat, et c'est le plus important, qui décide au juste? Là, un seul chiffre vaut tous les discours. Elon Musk détient environ 42% du capital, mais, tenez-vous bien, près de 79% des droits de vote, grâce à des actions à vote multiples. Réécoutez lentement. 42% du capital, 79% du pouvoir. Lorsque vous placez quelques milliers d'euros dans SpaceX, vous possédez une part bien réelle de l'entreprise. Mais sur les décisions, votre voix pèse beaucoup moins, presque rien. Et le seul homme capable de renvoyer Musk, c'est dans les statuts, c'est Musk lui-même. Vous financez, mais vous ne décidez pas. Et c'est ici que ça devient particulièrement désagréable. Parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, très bien, je n'achète pas SpaceX en direct, donc je suis tranquille. Eh ben non. Si vous détenez un ETF, un fonds qui copie un grand indice comme le S&P 500, le Nasdaq ou le MSCI World, vous en achèterez quand même, automatiquement. Le 12 juin, ces fonds devront acquérir le titre pour rester collés à leur indice, sans jamais vous demander votre avis. Prenons votre cas. Vous avez, disons, 50 000 euros placés dans un ETF monde et vous n'aviez jamais entendu parler de SpaceX. Pourtant,
Le 12 juin, une part de ces 50 000 euros servira à l'acheter au prix calé au sommet, mécaniquement. Et SpaceX, ce n'est qu'un exemple, car le mécanisme, lui, il tourne en permanence. Un ETF qui réplique un indice achète chaque entreprise au prorata de sa taille. Plus une société est grosse, plus il en achète, sans jamais se demander si elle est déjà chère. En clair, chaque mois, sans même le savoir, la plus grosse part de votre épargne se déverse en priorité sur une poignée de géants américains, c'est-à-dire bien souvent sur les valeurs les plus chères du moment. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas que les ETF sont mauvais, au contraire. Pour l'immense majorité des épargnants, un ETF, même large, reste le meilleur outil qui soit, avec peu de frais, une large diversification et rien à gérer. Le problème n'est donc pas dans l'outil, le problème, c'est la façon de s'en servir sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez du mauvais côté du flux. Soit vous achetez en direct au plein tarif, soit ce sont vos fonds qui le font pour vous. Et souvenez-vous de mon exemple avec le private equity, j'ai connu ce sentiment d'impuissance. Et la leçon que j'ai appris tient en une phrase. Vous ne pouvez ni empêcher les banques de fixer le prix au sommet, ni modifier les droits de vote de Musk. En revanche, vous pouvez décider d'une chose, ne pas être la porte de sortie de qui que ce soit. Et ça ne se joue pas le 12 juin dans la panique, mais bien avant, dans la manière dont votre portefeuille est construit. Ne confondez jamais accès et privilège. On vous offre l'accès, le privilège, lui, il reste de l'autre côté de la porte. Et maintenant, soyons honnêtes jusqu'au bout parce que je déteste l'idée de me présenter comme un toutologue ou un monsieur je sais tout. Je ne sais pas si SPCX montera ou baissera le 12 juin et personne ne le sait. Le titre peut très bien s'envoler et vous donner raison à court terme. Je ne sais pas non plus ce que vaut réellement un pari à 1750 milliards sur l'intelligence artificielle. C'est un pari, pas une certitude. En revanche, il y a deux choses que je sais, et toutes les deux jouent contre l'acheteur du premier jour. La première chose, c'est le verrou de revente. Pendant 6 à 12 mois après l'entrée en bourse, les premiers investisseurs et les dirigeants n'ont pas le droit de vendre leurs titres. Mais le jour où ce verrou saute, une vague d'actions déferle d'un coup sur le marché et ceux qui détiennent depuis des années peuvent enfin sortir. Devinez à qui ils revendent? Eh ben, à ceux qui sont restés, c'est-à-dire vous. La seconde chose, c'est la statistique et elle est têtue. En moyenne, sur les 3 années qui suivent une introduction en bourse, les nouvelles sociétés cotées font moins bien que le marché, de l'ordre de 20% de moins une fois l'enthousiasme des débuts retombé. Un exemple parlant, vous misez 10 000 euros sur SPCX le 12 juin, le titre bondit et vous jubilez. Or, 3 ans plus tard, si SpaceX suit simplement la moyenne, ces 10 000 euros pourraient valoir moins qu'un banal ETF monde que vous auriez gardé tranquillement sans même y penser. Ce que je sais, ce n'est pas où ira le cours, c'est comment ne pas me retrouver du mauvais côté de ces deux mécaniques. Voici 3 questions à vous poser cette semaine dans cet ordre précis. Première question, si j'entre, est-ce au prix d'entrée ou au-dessus? Au-dessus, vous payez encore plus cher qu'un prix déjà élevé. Au prix d'entrée, demandez-vous alors s'il a été fixé en bas ou tout en haut de la fourchette. Sur cette opération, spoiler alerte, c'est tout en haut. Donc, dans les deux cas, aucune décote pour vous. Deuxième question, suis-je correctement payé pour le risque que je prends? Vous engagez du capital, sans le moindre pouvoir de vote, dans une entreprise contrôlée à près de 80% par une seule personne. À partir de quel prix ce risque devient-il déraisonnable? Posez le chiffre noir sur blanc. Troisième question, et c'est sans doute la plus importante, mon portefeuille ne me range-t-il pas déjà sans que je l'ai choisi du côté de l'acheteur forcé? Ouvrez la composition de vos ETF et regardez le poids des 10 premières lignes américaines. C'est là et nulle part ailleurs que se joue votre vraie exposition. Dites-moi en commentaire, vous détenez des ETF larges, Monde, S&P 500, etc. aujourd'hui, et est-ce que vous saviez qu'ils achèteraient SpaceX à votre place? Le 12 juin, SpaceX entre en bourse et l'on réserve un tiers des actions en particulier. Pas pour vous récompenser, mais parce que le bon du premier jour a besoin d'un flux d'acheteurs, et ce flux, c'est vous. Vous payez probablement au-dessus du prix d'offre dans une entreprise où vous ne déciderez de rien. Ce que ça change pour vous concrètement? Avant le 12 juin, vous n'allez pas paniquer ni courir acheter sous prétexte qu'on vous a ouvert la porte. Vous allez simplement regarder votre portefeuille et vous poser une seule question. Est-ce que je décide ou est-ce que je sers de variable d'ajustement aux autres? Et si vous voulez ancrer ce réflexe pour de bon, c'est précisément ce que je fais. Dans le bootcamp 10x10, c'est gratuit, 7 jours, 1 email par jour. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994, à travers 5 crashs sans aucun lien d'affiliation ni la moindre commission. Le lien est en description.
Parce que SpaceX n'est que le premier d'une longue série. On va avoir xAI, OpenAI et quelques autres qui préparent exactement la même séquence dans les 12 mois qui viennent. Et à chaque fois, la même taxe invisible vous sera prélevée sans que personne ne vous prévienne. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Comment faire pour repérer ces opérations bien avant qu'elles se déclenchent? Abonnez-vous pour ne pas la manquer. À très vite!